Alors que la production de l'Ordre du Phénix est imminente, un problème majeur pointe le bout de son nez. Emma Watson hésite à revenir. Selon le producteur David Heyman, la jeune comédienne a toujours eu plus de mal que les autres à se décider. Elle attachait beaucoup d'importance à ses cours, elle aspirait à la normalité. Elle voulait tout simplement avoir plus de temps pour elle pour partager des moments avec ses amis, faire des activités sportives. Pourtant, les cinéastes l'ont tous épaulée en lui offrant un certain nombre d'activités comme des cours de danse par exemple. Malheureusement, Emma a toujours eu du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. J'étais vraiment consciente de ma notoriété et de la façon dont elle commençait à avoir des conséquences sur ma vie. Je voulais poursuivre, mais je savais que cette décision aurait des répercussions. Je me rends compte qu'à cette époque, j'étais vraiment seule. La question de la célébrité avait fini par avoir un impact important. Je pense que j'avais peur. Mais finalement, elle accepte de revenir, de quoi soulager les producteurs et tous les fans. A noter que Tom Felton hésitait lui aussi à poursuivre sa carrière. Il a même avoué que la passion n'était plus vraiment présente. Néanmoins, le jeune acteur va vite changer d'avis en voyant l'évolution de son personnage. Au niveau de la réalisation par contre, le doute s'installe. Mike Newell ne souhaite pas empiler et le metteur en scène français qui a fait Amélie Poulain et Alien 4, Jean-Pierre Jeunet, refuse l'offre. Après plusieurs refus, un certain David Yates s'est engagé. Un choix surprenant quand on sait que le monsieur a un CV très maigre. En résumé, il a tourné un court-métrage 8 ans plus tôt et a travaillé pour la télévision. J'ai entendu dire que Jean-Pierre Jeunet et Matthew Vaughn avaient été envisagés. David Heyman m'a juste dit qu'il était un grand fan de mon travail pour la télé. L'Ordre du Phénix devait être un film radical, avec beaucoup d'émotions. Et il y avait ce sous-texte politique. Le studio a pensé que je serais le candidat idéal. Au début, je croyais qu'il s'agissait d'une blague. Je venais de finir la série Sex Traffic, et je me disais que personne de sensé n'envisagerait le réalisateur de Sex Traffic pour faire un Harry Potter. Je crois que la saga avait en fait besoin d'être secouée. La production cherchait à dépoussiérer la franchise, et ne voulait pas s'endormir sur ses lauriers. J'ai l'impression qu'ils avaient peur du succès. C'est paradoxal pour une série de films de cette envergure, mais ils ne voulaient surtout pas s'enfermer dans des schémas ou une quelconque formule. Et sur ce film, ils avaient besoin de revenir au réel. Lors de discussions avec le producteur David Heyman et l'auteur Joanne Rowling, l'idée de faire grandir la franchise a pris forme. Il a souligné le travail de Chris Columbus et Alfonso Cuarón pour avoir établi le monde de manière ludique et innovante, tout en prenant des risques créatifs notables. Mike Newell a également été félicité pour avoir ajouté une dimension spectaculaire et une sensibilité britannique. Issu de la télévision et du cinéma indépendant, David a malgré tout ressenti des appréhensions en dirigeant un film de cette envergure, craignant que l'aspect blockbuster ne limite sa créativité. Mais il a rapidement compris qu'avec le soutien d'Heyman et Rowling, il pouvait apporter sa propre vision à cet univers. Pour se rassurer, il va boire une bière avec Mike Newell dans un pub pour savoir comment se déroule le tournage dans Poudlard. Et c'est à ce moment-là où Newell lui confirme qu'il pourra faire ce qu'il veut. David accepte le projet sur le champ. De plus, l'Ordre du Phénix est pour lui une histoire qui lui est très proche émotionnellement et il est devenu profondément investi dans ce gros projet. Il faut dire que ce 5e opus est très politique. Il traite un thème historique récurrent, l'abus de pouvoir. Dans ce tome, Harry retourne à Poudlard, mais le monde des sorciers est plongé dans une période sombre et instable. L'enjeu politique central est tout d'abord la montée en puissance du Seigneur des Ténèbres et la propagation de la peur et de la discrimination envers les sorciers nés moldus. Le ministère de la Magie, dirigé par Cornelius, refuse de reconnaître le retour de Voldemort, mettant en doute la crédibilité d'Harry et de ses amis. Cela crée forcément des tensions et des conflits au sein de la communauté. Heureusement, maintenant ce qu'il faut... Regardez-moi! Le ministère prend également le contrôle de l'éducation à l'école en imposant Dolores Umbridge en tant que nouvelle professeure de défense contre les forces du mal, instaurant ainsi une politique répressive et autoritaire. Les choses à Poudlard sont pires que je ne le craignais. Harry, en tant que témoin oculaire du retour de Voldemort, se retrouve face à l'indifférence et à la résistance de ses pairs. Un groupe secret appelé l'Ordre du Phénix, composé de sorciers loyaux à Dumbledore, se forme pour lutter contre les forces du mal. Le combat politique se joue à plusieurs niveaux, mettant en lumière la nécessité de l'unité face à la menace imminente. Les jeunes sorciers vont devoir se battre pour la vérité, la liberté d'expression et résister contre un gouvernement corrompu. Après cette année à travailler pour la franchise, le scénariste Steve Kloves décide de faire une pause. C'est donc Michael Goldenberg, qui avait travaillé sur Contact de Robert Zemeckis et Peter Pan de 2003, qui le remplace. Lors des premières répétitions, David Yates se montre très calme, trop calme même, ce qui va désemparer certains membres de l'équipe comme Emma, qui se demande si le réalisateur l'a trouvé bien ou pas. Une question qu'elle ne se posait pas avec le cinéaste précédent, qui n'hésitait pas à étaler ses émotions. Ceci dit, cela n'a pas empêché d'avoir de bons rapports sur le plateau. Avec Mike Newell, on savait toujours ce qu'il pensait. Il était extraverti.
Tandis que David est bien plus calme. On ne sait jamais ce qu'il a en tête. Il faut donc plus de temps pour être à l'aise. Je connais les romans par cœur, je maîtrise mon personnage sur le bout des ongles et j'ai une excellente connaissance de l'univers de Harry Potter. J'ai plus ou moins servi de guide pour David, ce qui m'a énormément plu. Ça a permis de créer une jolie dynamique parce que, pour une fois, j'avais mon mot à dire. Comme chaque année, de nouveaux personnages font leur apparition. Nous faisons la connaissance de Luna Lovegood, interprétée par Evanna Lynch. Étant une fervente admiratrice de l'univers magique et du personnage, l'actrice avait insisté auprès de ses parents pour pouvoir participer à l'audition. Malgré leurs doutes, ils avaient finalement accepté, même s'ils estimaient qu'elle avait peu de chance parmi les quelques 15 000 candidates. Contre toute attente, elle a décroché le rôle, séduisant J.K. Rowling elle-même, qui l'a considérée comme parfaite pour incarner le personnage. Ce choix s'est avéré fructueux, puisqu'elle a remporté 2 prix pour sa performance. Je l'admire. Je suis presque possessive, comme si personne ne pouvait comprendre mieux que moi. Beaucoup l'apprécient parce qu'elle est un peu folle, mais moi ce que j'aime, c'est sa sagesse, et le fait que rien ne semble l'affecter. Elle se sent très bien dans sa peau, et pour rien au monde elle ne voudrait changer. La plupart des gens connaissent des phases pendant lesquelles ils ne sont pas certains d'être à leur place, mais ce n'est pas son cas. À chaque film, les journalistes me demandent « De quelle manière votre personnage évolue-t-il ? Alors, qu'est-ce qui change cette fois ?» Mais elle reste toujours la même. Elle sait qui elle est, elle grandit peu, vit de nouvelles expériences, mais reste fidèle à elle-même. Evanna a même apporté sa contribution au costumier et accessoiriste en fabriquant elle-même les boucles d'oreilles en forme de radis qu'elle porte dans le film, ainsi que plusieurs autres accessoires présents dans Le Prince de Sang Mêlé. Quand on parle d'Harry Potter 5, impossible d'oublier l'horrible Dolores Ombrage. Cette petite tasse autoritaire est nommée professeur de défense contre les forces du mal. Vous alliez voir Dumbledore, n'est-ce pas? Non. Menteur! Elle est également nommée Grande Inquisitrice de Poudlard, ce qui lui donne le pouvoir de superviser et de discipliner le personnel et les élèves. Oh, Poudlard est ma maison. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que si. Ce personnage est connu pour sa personnalité sadique, sa voix douce et son apparence soigneusement ordonnée. Elle préfère utiliser des méthodes de punition cruelles, comme écrire des lignes avec une plume ensorcelée qui grave les mots dans la main de l'étudiant. C'était un meurtre, Voldemort l'a tué, vous le savez très bien. Assez! Sa loyauté envers le ministère de la magie et son mépris pour Harry et ses amis font d'elle une antagoniste mémorable dans la série. En fait, je déteste les enfants. Et pour l'incarner, c'est l'excellente Imelda Staunton qui est prise. Selon le metteur en scène, la comédienne a trouvé le ton juste avec son incroyable talent comique. Le premier roman était très captivant. Je me souviendrai toujours de ma fille qui m'implorait tous les soirs. Non, non, encore un chapitre, juste un chapitre. Ce n'est pas un conte de fées dans lequel les personnages restent toujours les mêmes. Ils grandissent. Le mélange entre l'univers magique et le monde réel est également parfait. J'ai donc voulu en savoir plus, et la description disait « Une petite femme grosse, laide, ressemblant à un crapaud ». Merci, merci beaucoup. J'ignorais de quelle manière ils allaient faire ça. Devrais-je porter des prothèses? Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais j'avais très envie de jouer une délicieuse teigne. C'est nettement plus terrifiant qu'un personnage tout en noir. On me demande parfois si j'ai déjà eu un professeur comme elle, et je réponds que ce n'est pas le cas. Il faut plutôt aller chercher du côté de chez Mademoiselle Rowling. Elle doit sûrement avoir connu ce genre d'enseignante. Je croyais qu'en acceptant de jouer dans un Harry Potter, il n'allait être question que d'effets spéciaux, mais mon rôle est très fouillé. David Yates était désireux de faire d'Ombrage un personnage perturbé et extrêmement réaliste. Aucun des effets n'a de sens si l'on ne se préoccupe pas de ce qui arrive au personnage. Ombrage est très présente dans cette nouvelle aventure. Elle est partout, veut tout contrôler. Pourtant, malgré son âme et ses idées sombres, la professeure voue un culte pour la couleur rose. Le département artistique s'est donc lâché pour étaler ses goûts très kitsch. Pour son bureau par exemple, l'équipe a passé toute une journée à filmer des chatons portant des cardigans en laine, des vestes ou bien encore des chapeaux de sorcière. Et enfin, Bellatrix Lestrange devait être jouée par Helen McCrory, mais ce sera finalement Helena Bonham Carter qui obtiendra le rôle. C'est une sorcière noire et fanatique fidèle à Voldemort. Elle est connue pour sa cruauté, sa folie et son dévouement sans faille envers le Seigneur des Ténèbres. Elle est également la sœur cadette de Narcissa Malfoy et la cousine de Sirius Black. Dans ce long métrage, Bellatrix est impliquée dans la bataille du ministère de la magie. Elle fait partie des mange-morts qui attaquent les élèves. Il n'y avait pas grand-chose sur la page à l'origine. Je pense que je l'ai probablement rendue un peu plus folle et déséquilibrée qu'elle ne l'était. Je voulais qu'on la remarque, donc les dents pourries étaient mon idée. Parce qu'elle était en prison depuis si longtemps, je voulais qu'elle soit assez sauvage. Et je voulais ce corset. Bellatrix signifie une guerrière. Je voulais qu'elle soit sexy et révoltante à la fois. À un moment donné, elle aurait pu être attirante, mais plus maintenant.
Pour se préparer, nous sommes allés à l'école de baguette magique pendant environ 3 semaines. Nous avons pris cela très au sérieux. Ils avaient des noms différents pour tous les différents mouvements, des noms latins. C'était en quelque sorte basé sur l'escrime. Il faut aussi toujours avoir une intention derrière le sort. On se sent totalement émasculé sur le plateau quand on agite un bout de bois. Il est très difficile de se rappeler qu'il y a réellement derrière cela une intention de tuer. Il n'y a pas que du plaisir et des rires, c'est en réalité un travail assez dur. Le tournage commence officiellement le 7 février 2006 avec un budget estimé entre 150 et 200 millions de dollars. Si les batailles et les séquences remplies d'effets spéciaux sont une nouvelle fois complexes à mettre en place, c'est la scène du baiser qui va contre toute attente perturber Dan et Cathy Young. La date pour réaliser ce moment était déjà fixée depuis très longtemps, mais Radcliffe est tombé malade. Il a fallu patienter encore quelques semaines. Le jour J, l'actrice ne s'attendait pas à un moment romantique, notamment à cause de toute l'équipe qu'il y aurait autour d'eux. Une fois fait, les deux acteurs sont d'accord pour dire que c'était une expérience très bizarre. Tout était très technique. D'après le scénariste Goldenberg, la séquence de la bataille entre Voldemort et Dumbledore a été la plus difficile à écrire. Dans le roman, la séquence est très longue, avec beaucoup d'action. Malheureusement, il faut réduire tout ça. Alors, plus de 10 versions ont été écrites, et c'est la version la plus divertissante et la plus réaliste qui a été sélectionnée. Pour cela, les gars des effets visuels ont développé un nouveau logiciel pour nous offrir de magnifiques plans. Avec plus de 1000 pages, L'Ordre du Phénix se distingue comme l'un des livres les plus longs de la série. Pourtant, son adaptation cinématographique fait partie des plus courts. Le réalisateur a révélé lors d'une interview qu'il avait initialement monté une version qui durait 3 heures. Mais certains éléments ont dû être retirés lors du montage final. Le film avait selon lui 45 minutes de trop. Quant au scénariste, il a décrit son travail sur le long métrage comme un énorme défi. Malgré ça, il a tout mis en œuvre pour offrir une histoire cohérente. Il a affirmé que Rowling lui avait accordé la permission de prendre toutes les libertés nécessaires pour adapter le livre. L'un des choix les plus délicats auxquels il a été confronté était la décision de ne pas inclure le Quidditch. Le problème, c'est qu'il a dû respecter le calendrier très serré de la production. La journaliste Rita Skeeter qu'on découvre dans La Coupe de Feu a également été exclue. Dans le roman, Hermione l'a manipulé pour écrire un article soutenant Harry alors que le reste du monde sorcier nie ses affirmations. C'est dommage. C'est en novembre 2006 que le tournage s'achève pour une sortie prévue le 11 juin 2007. Et encore une fois, c'est un énorme carton avec 930 millions de dollars au box-office mondial. Et les critiques ciné sont plutôt conquis, en soulignant la mise en scène, les scènes d'action et les performances convaincantes. Sur le podium, on retrouve les interprètes de Bellatrix et d'Ombrage qui ont été largement acclamés. Staunton a été qualifié de choix parfait pour le rôle et a été salué comme l'un des plus grands plaisirs du film par Variety, et de son côté, Carter a été reconnu comme un talent brillant mais sous-utilisé par le Times. Yates compose des plans superbement composés et éclairés, notamment dans la toute première séquence, très évocatrice et belle. Après une introduction avec le titre sombre et brumeuse, on coupe sur le soleil, ultra lumineux, avant d'arriver sur un terrain vague non loin de Little Winging, où l'ombre d'Harry, seul, doit faire face à la bande de son cousin Dudley. Mais alors qu'Harry s'énerve, le temps s'assombrit, autant toute clarté. Ce sont les détraqueurs qui attaquent les deux cousins pour une séquence à la fois viscérale, maîtrisée, très bien rythmée et vraiment sublime esthétiquement. On peut dire que pour son entrée en matière, Yates fait carton plein en comprenant l'univers et le personnage d'Harry Potter, mais place également haut la barre, tant au niveau de la mise en scène que du défi esthétique d'un tel mastodonte de film. Les effets et la tension sont alors au paroxysme de ce que peut faire la saga ciné. Des enjeux compréhensibles et intenses dans un décor géant, le tout techniquement irréprochable. Surtout que Nicholas Hooper, le compositeur qui prend la suite de John Williams et Patrick Doyle, joue une musique originale réussie. Plus classique mais très efficace, notamment lors du montage de l'entraînement de l'armée de Dumbledore et de ce climax dantesque. Yates fait de son premier Harry Potter un film politique, car marqué par la menace que représente la figure d'Ombrage. C'est aussi un film très chargé émotionnellement, marqué par la solitude du destin de héros d'Harry, mais montrant également que ce destin est aussi d'avoir quelque chose à défendre. Ses amis, ses alliés, son école, son monde. Ça y est, nous y sommes. Après 4 volets qui ont flirté avec le côté sombre de l'univers magique, ce 5e épisode plonge directement dedans. Grâce à ça, cette 5e aventure se révèle être une œuvre magistrale qui plonge les spectateurs dans un tourbillon d'aventures et de mystères. Dirigé avec brio par David Yates, ce film réussit à garder l'essence même de l'univers tout en proposant une vision visuellement saisissante et politiquement pertinente. L'intrigue politique complexe qui se dessine dans ce volet est l'un de ses points forts.
Alors que le ministère de la magie refuse de reconnaître le retour de Voldemort, Harry et ses amis se retrouvent confrontés à une lutte contre l'ignorance et la corruption. Cette thématique résonne puissamment avec notre propre monde, offrant une réflexion subtile sur le pouvoir et la responsabilité. Et tout ça sans nous prendre la tête. Le casting est une fois de plus impeccable. Le trio continue à évoluer, apportant une profondeur émotionnelle par rapport aux autres volets. Mais c'est évidemment la prestation d'Amalda Staunton, en Dolores Umbridge, qui impressionne. Son personnage, délicieusement détestable, est interprété avec un mélange parfait de froideur et de fausse douceur, ce qui rend chaque scène avec elle à la fois exaspérante et hilarante. Good morning, children. Quant aux effets spéciaux, ils sont très bons et servent l'histoire. Des créatures magiques, au duel épique, chaque élément visuel contribue à renforcer l'immersion du spectateur dans cet univers fantastique. De plus, les scènes avec Voldemort sont selon moi parmi les plus mémorables de la franchise. Son ombre plane à chaque instant, créant une menace constante. Et la confrontation avec Dumbledore est à couper le souffle, offrant un magnifique spectacle. Enfin, les séquences marquantes telles que la formation de l'armée de Dumbledore, les cauchemars d'Harry ou l'attaque du ministère de la magie sont réalisées avec une maîtrise impressionnante, mêlant action et suspense de manière équilibrée. Oui, Harry Potter et l'Ordre du Phénix fait partie des meilleurs épisodes de la saga et continue à captiver les spectateurs même après toutes ces années. En revanche, gros point négatif, la mort de Sirius Black, qui est totalement bâclée. Mais sinon, avec son intrigue politique, son casting, ses effets spéciaux époustouflants et ses moments inoubliables, ce long métrage m'a donné envie de voir la suite à l'époque. Après la déception que j'ai eue avec la Coupe de Feu, je ne pensais pas continuer. Mais l'Ordre du Phénix m'a totalement convaincu. Il est très risqué de participer à des scènes dans Harry Potter, car un accident peut survenir rapidement. Lors de la séquence où Bellatrix pointe sa baguette magique sur Neville, une situation effrayante s'est produite. Matthew Lewis a bougé au moment où la baguette de Carter a glissé dans son oreille. Résultat, une perforation du tympan pour l'acteur qui est même devenu sourd pendant plusieurs jours. Stephen King a déclaré que le personnage de Dolores Umbridge était le plus grand méchant imaginaire depuis Hannibal Lecter. Pour saisir la culpabilité éprouvée par Harry Potter à la suite de la mort de Cédric Diggory dans l'épisode précédent, Radcliffe aurait suivi plusieurs séances avec un psychologue. L'objectif était de comprendre les subtilités du syndrome du survivant, qui peut se manifester lorsque quelqu'un survit à un événement traumatisant auquel d'autres n'ont pas survécu. Cette préparation méticuleuse témoigne de l'engagement de l'acteur envers un personnage de plus en plus tourmenté par des pensées sombres. Il se peut que vous ne le sachiez pas, mais Rupert Grint et Matthew Lewis étaient inséparables sur le plateau, à tel point qu'ils adoraient jouer des tours à leurs costards. L'interprète de Rogue, Alan Rickman, avait même établi une règle stricte. Les deux complices n'avaient pas le droit de s'approcher à moins de 5 mètres de sa voiture. Pourquoi? Eh bien, parce que durant le tournage d'Harry Potter 4, ils avaient renversé des milkshakes sur les vitres de son véhicule. Lorsqu'Harry partage avec Ron et Hermione le moment romantique qu'il vient de vivre avec Cho, les trois amis éclatent de rire. Ce moment n'était pas du tout prévu. Les trois acteurs ont tout simplement explosé de rire. Le réalisateur a apprécié cette spontanéité et complicité entre les stars et a donc décidé de continuer à filmer, mais a également conservé la scène dans la version finale du film. Et voilà, c'est tout pour Harry Potter 5. J'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très vite pour la suite de la saga et d'autres rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.